Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On rattrape toujours notre retard du côté du Critérium du Dauphiné. Et on s'attaque aujourd'hui, après l'étape 3, l'étape 4, à cette fameuse étape 5, neutraliser la chute de l'essai étape 5. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, sur les conséquences, la liste un petit peu des blessés liés à cette chute. Et puis on parlera encore des questions, on lancera le débat encore sur des questions sur la sécurité. Je vous dis tout d'abord qu'on fera aussi des vidéos sur le Tour de Suisse, mais forcément on a un décalage, on a du retard. On parlera, alors peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, du système de carton jaune, également, qui a été indiqué aujourd'hui par l'UCI, et je donnerai mon avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette étape, votre avis sur la question. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et ça, c'est seulement si vous avez les moyens, et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également essayer de cliquer le plus vite possible sur les notifications, comme ça permet de mettre en avant les vidéos sur YouTube. Allez, on commence tout de suite avec cette grosse chute du Dauphiné, qui pose donc encore des questions sur la sécurité. On va commencer déjà par le bilan de cette chute. Une cinquantaine de coureurs sont tombés, donc à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée sur cette étape 5, sur une route qui était très humide, très glissante déjà auparavant. Notamment, on avait eu la chute d'un coureur de Uno X qui était dans l'échappée. Donc on était déjà dans une situation qui n'était pas évidente pour les coureurs. C'est-à-dire qu'il faut bien retenir, c'est que c'était loin d'être facile pour les coureurs. Les conditions climatiques n'étaient vraiment pas bonnes sur cette étape. Bon, parmi les coureurs qui sont tombés, donc la liste, on l'a. On va commencer par par l'ordre alphabétique, même pas l'ordre alphabétique, c'est le bilan qui a été fait par cyclismeactu.net, qui a fait un bilan complet des blessés. On va commencer avec Alpecin de Koninck, donc 5 coureurs sont tombés, ce qui a provoqué 0 abandon. Alors, Zandro Meurice, contusion de la cage thoracique droite, pas de fracture, pas d'abrasion. Du côté de Juri Hollmann, abrasion superficielle, cheville, genou, hanche, pouce, abrasion profonde, coude droit, pas besoin de suture, traumatisme crânien mais sans symptômes de commotion cérébrale. Luca Vergalito, contusion de la cage thoracique du côté de ce coureur. Donc voilà, c'est quand même des chutes qui ont eu des conséquences. Surtout que certains ont abandonné le lendemain du côté de certains coureurs. Alors, pas chez Alpecin du côté des abandons. Qui en a d'autres? On a donc Vergalito, contusion de la cage thoracique côté gauche ainsi que de multiples abrasions, genou gauche, hanche, épaule, traumatisme crânien également, mais sans symptômes de commotion cérébrale. Donc on a quand même 2 coureurs qui ont eu des commotions, des traumatismes, mais pas de symptômes de commotion cérébrale. Alors là aussi, on peut se poser des questions sur les traumatismes crâniens, parce que là, ce sont les médecins de l'équipe à chaque fois qui donnent ces informations-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce genre de cas également, une contre-expertise d'un médecin indépendant? Ça, c'est toujours la grande question qui pour le moment n'existe pas, et ça c'est vrai qu'il faudrait un vrai protocole commotion, parce qu'on a actuellement qui n'est pas forcément très respecté. Jason Osborne du côté d'Alpecin de Koninck, donc s'ouvre d'abrasion hanche gauche et main, et Jensen Wright, le sprinter, abrasion mineure genou droit, hanche. Donc ça, c'est abrasion mineure, c'est des écorchures, grosso modo. Du côté de la UAE, 6 coureurs ont chuté, plus un abandon pour Juan Ayuso. Chute lourde sur la hanche gauche, le coude, le genou, la cheville, abrasion profonde sur la hanche gauche et le coude, pas de fracture apparente, pas de commotion cérébrale, blessure à la colonne vertébrale. Il sera raide et endolori au cours des 3
3-4 prochains jours, ce qui a provoqué une abandon. Je pense qu'on n'a pas voulu prendre de risque du côté de la UAE, ce qui avait été le cas pour Primoz Roglic par exemple, du côté du Tour de Catalogne, du Tour du Pays Basque, pardon, on n'avait pas voulu prendre de risque en fait du côté de Primoz Roglic. On verra quand même s'il n'y a pas des blessures qui se déclarent après coup. Parfois, vous pensez ne pas avoir de fracture et puis au bout de 3, 4, 5 jours, vous voyez que la douleur est toujours là, que ça a parfois gonflé. Quand vous refaites un IRM, ah bah tiens, une fracture qui n'avait pas été décelée à la première radio, au premier scanner. Donc on peut avoir des petits soucis de ce type-là. Michael Vink, chute lourde sur le coude gauche et la hanche avec des abrasions profondes, pas de fracture, pas de blessure à la colonne vertébrale. Tim Whelan, chute sur la main droite avec des abrasions, quelques gènes dans la région du scaphoïde, mais pleine fonction active. Donc au niveau de la main, au niveau du poignet, petite abrasion au bas du dos et du genou droit. Pavel Sivakov chute sur la hanche gauche et le genou avec des abrasions modérées. Nils Polic chute sur la hanche et le genou avec des écorchures modérées. Également heurté les 4e et 6e côtes latérales gauche avec le guidon. Pas de liaison pulmonaire et pas de fracture nette des côtes à l'échographie, seulement des tissus mous, c'est-à-dire qu'il y a quand même des douleurs, et hématomes. Et puis Igor Arrieta chute sur la hanche gauche avec écorchure modérée. Ces coureurs-là qui, pour Juan Ayuso, donc étaient non partants sur l'étape d'après, mais ces coureurs-là n'ont pas abandonné sur l'étape numéro 6. Je fais aussi le bilan par rapport à l'étape numéro 6. Visma Leasebike, équipe qui a vraiment été touchée avec 2 chutes et 2 abandons, 2 coureurs importants, Dylan Van Baarle, fracture de la clavicule, Kruijswijk, fracture de la hanche, 2 coureurs qui ne participeront pas au Tour de France et pourtant ils étaient prévus. Visma Leasebike, c'est quand même une année noire au niveau des chutes pour cette formation, parce que à chaque fois qu'il y a eu des coureurs qui ont été pris dans des chutes, grosso modo il y avait des Visma Leasebike et souvent durement touchés, ça a encore été le cas pour les coureurs de cette formation. Alors certes, c'est pas leur année, mais on peut quand même se poser des questions côté matériel, côté également technique des coureurs, capacité des coureurs à chuter en évitant de se faire mal, même si là, vu la vitesse à laquelle les coureurs étaient, c'était très compliqué. Mais on peut se poser des questions parce que bon, je veux bien une fois, 2 fois, mais là on voit que l'équipe, ça fait depuis le début de saison qu'ils ne sont pas épargnés par les chutes, donc on peut quand même se poser des questions sur le matériel. Du côté de la Décathlon G2R, 5 coureurs ont chuté. C'est le cas de Bruno Armirail, Clément Berthet, Dalboisson, Egeldorian, Godon, Oliver, Nezen, mais pas d'abandon du côté de cette formation. On poursuit avec Borans Grohe, 7 coureurs tombés, 0 abandon, c'est pareil. Alors il y a 2 équipes, on ne sait pas le nombre de coureurs qui sont tombés, c'est le cas de la Soudal Quick-Step et de la Lidl Trek. Du côté de la Uno X Mobilité, 2 abandons avec Anne Holter et Odd Christian Eking. Du côté de la Bahrain Victorious, 6 coureurs ont chuté et ce qui a entraîné 3 abandons. Jacha Sutterling, fracture de la hanche, on est en plus sur des fractures également pour Kruijswijk, fracture de la hanche, et des fractures qui sont très lourdes. Ça veut dire peut-être pas un retour avant septembre, septembre-octobre. Donc pour l'instant, je vais pas trop m'avancer, je vais pas dire saison terminée, mais fracture de la hanche, Valgren a une fracture de la hanche, alors qui était très complexe. Ça a mis 8 mois, je crois, Valgren. 8 ou 9 mois, un truc comme ça. Mais là, on est sur des fractures quand même où il va falloir prendre en compte le retour à la compétition de ces coureurs-là. Ça se fera peut-être pas avant 2025. Donc, on est quand même sur des grosses blessures. Il faut le prendre en compte. Keplinger, commotion cérébrale. Donc, ça aussi, ça peut être plus ou moins important. Il y a des coureurs qui se remettent assez vite, on va dire en 2-3 semaines. C'est reparti. Il y a des coureurs qui vont parfois mettre 5, 6 semaines, 7 semaines selon la commotion cérébrale. Vous avez le cas notamment en handball de Cléopâtre Darlieu qui a mis plus d'1 an à se remettre d'une commotion cérébrale. Donc ça peut... Cléopâtre Darleux, j'ai toujours un doute sur Cléopâtre Darleux. Voilà. Pour bien prononcer son nom, qui a été en commotion cérébrale pendant plus d'1 an. Donc ça a été très compliqué pour elle. Pour la gardienne de l'équipe de Brest, je crois que c'est toujours la gardienne de l'équipe de Brest.
On poursuit après la Bahreïn Victorious, la Groupama FDJ, 4 coureurs ont chuté, un abandon, traumatisme au cervical mais crânien pour Rémi Rochas, donc là aussi on n'est pas sur une blessure anodine. Du côté de ce coureur français qui en plus avait fait un très bon début de janvier, février, très bon début de saison. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé du côté du coureur qui était l'année dernière à la Cofidis, Rémi Rochas. Donc gros traumatisme au cervical mais crânien. Donc là, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour le coureur français. Puis Valentin Madouas, Quentin Baché, Clément Russo chute, mais pas d'abandon. Et je vérifie, ces coureurs-là n'ont pas abandonné le lendemain. Il n'y a que 2 coureurs qui ont abandonné lors de l'étape 6, c'est Alex Kirch et Andreas Krohn, du côté des formations. Ineos Grenadiers, on n'avait pas d'informations pour cette équipe. Du côté de la Cofidis, 4 coureurs ont chuté pour un abandon. Axel Mario, contusion à la hanche et dermabrasion. Donc il a préféré s'arrêter là, mais je pense que dans 2 semaines, 3 semaines, dans 5-6 jours, 5-6 jours après la chute, il est de retour à l'entraînement. Donc ensuite, ça peut repartir pour Axel Mario. Guillaume Martin est tombé, Gotomir, Oliver Knight, mais pas d'abandon pour ces coureurs-là. Du côté de la Movistar, 5 chutes, mais pas d'abandon. C'est le cas de Davide Formolo, Gregor Mudberger, Antonio Pedrero, Ivan Sosa, Ivan Garcia Cortina. Du côté de la DSM, 3 chutes pour Romain Combo, Warren Barguil et Emile Lépine. Romain Combo qu'on a vu cette grande chute très violente, avec cette magnifique phrase quand même de Laurent Jalabert, « Oh non, c'était pas grave ». On n'a pas la même notion de gravité, parce que bon, on voit quand même bien que la tête tape assez fortement. Moi, je pensais qu'il ne repartirait pas, parce que j'étais sûr qu'il y avait une commotion cérébrale, ou il y avait un truc comme ça. Bon, la DSM ne l'a pas fait repartir. La DSM est quand même une équipe où, par exemple, Romain Bardet n'était pas reparti en cas de commotion cérébrale. Donc on peut se dire que s'ils ont jugé qu'il n'y avait pas de commotion cérébrale, c'est que pour eux, il n'y avait pas de commotion cérébrale. On peut juger quand même d'une certaine... on peut considérer qu'il y a une certaine assurance avec la DSM, ce qu'on n'est pas sûr avec certaines autres formations. La Arkea BNB Hotel abandon de Lorenz Huyss, le Belge, dermabrasion et commotion cérébrale. Donc là aussi, un retour qui peut être plus ou moins long. Milan Menton, lui, il avait abandonné avant la chute. Il avait abandonné à une 60aine de kilomètres de l'arrivée, donc il n'était pas concerné par la chute. Donc Andreas Krohn, lui, a abandonné le lendemain. Jonas Gregard, lui, était tombé, il n'avait pas abandonné. Du côté de l'AEF, 2 coureurs sont tombés, mais pas d'abandon. C'était le cas de Nelson Poles, de Harry Sweeney. Du côté d'Intermarché, Kobe Gosson, lui, a abandonné, blessure au genou. Donc ça peut être dû à la chute par terre, ça peut être dû aussi à un ralentissement. Se taper le genou très fortement dans le guidon peut faire extrêmement mal et peut causer parfois une incapacité à pouvoir reprendre la course. Du côté de la Jayco Alula Astana, on n'avait pas d'informations comme chez Israël. La Q36.5, 3 coureurs ont chuté. Konka, Marc Denovan et Karl Frederick Hagen. Ça a permis de voir le maillot de cette équipe parce que depuis le départ, la Q36.5, c'est quand même pas exceptionnel pour une équipe invitée. On ne la voit pas vraiment aux avant-postes. Donc une chute qui a eu énormément de conséquences, c'est ce que disait le directeur de la course, Thierry Gouvernou, qui disait, grosso modo, on a eu toutes les ambulances qui ont été bloquées, donc c'est pour ça qu'on a dû vraiment bloquer la course, parce que c'était juste plus possible là, à ce niveau-là. On n'arrivait plus à relancer la course, on avait toutes les ambulances de prise et c'était pas possible suffisamment rapidement de retrouver des nouvelles ambulances, parce que parfois on interrompt la course dans ce genre de situation, mais on récupère des nouvelles ambulances, ce qui là n'a pas été possible. On récupère des ambulances qui sont un peu en stand-by. Là, ça n'a pas été le cas sur cette épreuve, et surtout, je pense que les coureurs avaient été quand même bien échaudés par cette chute du côté du peloton. Moi, je regrette juste, c'est qu'il y avait 2 coureurs en échappée qui n'ont pas pu se battre pour la victoire. Ce qu'on avait eu sur le Tour du Pays Basque avec l'échappée qui n'avait pas été impliqué par la chute et qui avait pu se battre pour une victoire d'étape.
Voilà, certes, il y avait une chute derrière, mais qui avait pu repartir au bout de 30 minutes de course. Ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce qu'on n'a vraiment pas trouvé d'ambulance? Est-ce que l'échappée n'a pas voulu repartir? Bon, moi, je trouve ça quand même dommageable parce qu'il y a des coureurs qui ont fait un effort pendant toute la journée et au final, c'est réduit à néant. Alors, je sais alors, ça m'a fait marrer parce qu'il y a des gens quand même qui ont critiqué sur Twitter le fait qu'on n'ait pas relancé l'échappée. Mais j'espère que ces mecs-là n'avaient pas critiqué également les organisateurs du Tour du Pays Basque sur le fait qu'ils avaient fait relancer l'échappée. Bon, voilà. Je pense que pour les coureurs qui ont été dans l'échappée, c'est quand même la double peine. Et ça, voilà, je suis pas vraiment fan là-dessus parce qu'ils se sont bagarrés pendant toute la journée pour au final ne pas pouvoir se jouer la victoire d'étape alors qu'ils n'étaient pas repris par le peloton. Ce qu'il faut bien le voir, c'est qu'il y avait 20-30 secondes d'avance à ce moment-là pour les coureurs échappés. L'organisateur qui a mis une quinzaine de minutes à prendre la décision de neutraliser, de ne pas faire repartir la course. Et France Télévisions qui a décidé d'arrêter son direct à ce moment-là. Ce qui est quand même assez classe de ne pas avoir dit on laisse quand même le direct sur internet. Non, ils ont arrêté la diffusion de la course à ce moment-là. Bon, on va commencer par les questions qu'on peut se poser encore avec cette chute. C'est l'organisateur. Moi, je trouve qu'on a eu une prise de décision trop lente du côté de l'organisateur, du côté d'ASO. Je m'étais déjà plaint d'ASO lors de la première étape. Je vous avais dit, sur cette première étape, je trouve que le final était vraiment très touchy. Là, le final était très dangereux, enfin était assez dangereux aussi, et surtout, on voit assez vite à 50-60 km de l'arrivée que la route, il n'y a plus d'adhérence sur la route, qu'on est vraiment dans une situation de verglas d'été. Jalabert le dit même, quand le coureur de la Uno X n'a plus aucune confiance là, au niveau pilotage, et qu'il y a une première chute à 40 km de l'arrivée, il dit bon voilà, on est dans une situation de verglas d'été, ça rappelle l'étape de Nice. Bon, en 2020 pendant la Covid, pour ceux qui s'en souviennent de cette étape. Donc, si Jalabert le voit, si moi je vois qu'il y a des problèmes, que la route est très glissante, beaucoup de suiveurs sur Twitter l'ont vu également à ce moment-là, fallait neutraliser peut-être la descente. Tout simplement. Peut-être qu'il fallait neutraliser avant qu'il y ait la chute. Fallait peut-être pas attendre qu'il y ait une énorme chute pour neutraliser. Il fallait peut-être se dire qu'en prévision, on neutralise peut-être la portion technique et on attend de revenir sur du plat, sur une zone un peu moins rapide pour relancer la course. On aurait pu neutraliser les écarts. Et ça, c'est à la discrétion de l'organisateur de la course. C'est pas l'UCI qui décide. C'est bien marqué parce que là, j'ai lu le règlement du Tour de France qui est disponible. Donc j'ai pu le lire. J'ai pas encore pas le Garibaldi, le roadbook, le livre de route en français du Tour de France. Mais j'ai le règlement, les 31 articles, je crois, 31 ou 32 articles de règlement de l'organisation de la course et qui indique bien que au niveau du parcours, l'organisateur peut à n'importe quel moment décider de modifier le parcours, même une fois que le départ est donné. Donc c'est bien indiqué. Donc c'était un choix de l'organisateur et pas un choix de l'UCI de décider de neutraliser une zone qui, je pense, aurait été intelligent en sachant que la descente était technique. Marion Rousse savait que la descente était technique, donc sur le roadbook ou sur voilà, beaucoup de suiveurs savaient que cette descente-là en particulier était technique. Donc il fallait peut-être prendre une décision bien plus rapidement et on voit à 40 km de l'arrivée qu'on ne pourra pas prendre des descentes dans des conditions de sécurité parce que la route ne propose pas suffisamment d'adhérence, parce qu'il y a trop d'humidité, parce qu'on est sur des routes dans les Alpes où quand il n'a pas plu depuis quelques jours, parfois on a ces situations de verglas d'été. Ça dépend également des types de goudrons. Il y a des goudrons qui réagissent plus ou moins à ces situations de verglas, ce qu'on appelle de verglas d'été, mais de route glissante en cas d'humidité selon les goudrons. Il faut savoir que d'un département à l'autre, vous n'avez pas les mêmes types de goudrons. Je le répète assez souvent, mais moi j'habite dans le Cher. Dans la Nièvre, quel département d'à côté, assez vite quand vous traversez l'intérieur de la Nièvre, quand vous traversez le Morvan, vous avez un goudron qui est rouge
Alors c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'à l'époque ça se voyait bien, c'était un goudron rouge qui n'avait aucun rendement. C'est-à-dire que c'était un goudron, vous n'avancez pas, vous étiez à fond sur l'accélérateur à 80, ça n'avançait pas. C'était le même goudron qu'on a dans le Massif Central aussi, mais qui était de couleur rouge. Alors je sais pas pourquoi il était rouge dans la Nièvre. C'est vraiment le seul coin où il y avait du goudron rouge. Et dès que vous aviez une roue sur ce goudron rouge, bam, ça n'avançait plus. Alors maintenant, je pense qu'ils ont peut-être refait les routes depuis, ce qui n'est pas sûr. Mais voilà, l'organisateur doit aussi faire avec le terrain qu'il a à sa disposition. Et quand le terrain devient trop dangereux, il doit à un moment prendre ses responsabilités et dire on ne peut pas continuer avant qu'il y ait une chute. Et là, je trouve que la prise de décision a été trop lente. On aurait dû neutraliser cette zone-là. Et surtout qu'on voit les échappées déjà ses limites. C'est-à-dire dans cette zone-là, on voit qu'à plusieurs endroits où les échappées manquent d'adhérence, derrière le peloton, ça tombe. Donc à un moment, il fallait prendre ses responsabilités du côté des organisateurs. C'est facile de dire, oui, le matériel aujourd'hui, dans ces conditions-là, ça devient dangereux. Mais vu qu'on connaît, on sait que le matériel, c'est pas simple sous la pluie, on a des problèmes de sécurité sous la pluie. Bah, dans ce cas-là, il faut prendre en compte ce genre de situation. Les organisateurs doivent prendre une décision rapidement dans ce type de situation. Et là, je trouve que la prise de décision a été beaucoup trop lente de la part de l'organisateur, de la part de ASO. La route était glissante. Eh bien, on décide de neutraliser ce qu'avait fait le Giro une année. Bon, ça s'était mal passé. C'était la fameuse étape remportée par Quintana où c'était mi-neutralisé, mi-pas neutralisé. Mais je pense que ASO, à un moment, qui est quand même l'un des organisateurs de course cycliste les plus importants avec Flanders Classic, et RCS, à un moment doit prendre ses responsabilités et doit dire là, ça ne passe pas, il faut qu'on arrête la course. Il faut apporter une décision forte et claire, et il fallait pour moi neutraliser cette zone de descente, car on avait vu du côté des échappés que ça ne passait pas. Ça ne passait pas correctement du côté de cette descente. L'autre question qu'on peut se poser avec cette chute, c'est la question des pressions de pneus. Pourquoi je pose la question des pressions de pneus après la question de l'organisateur? Parce que on voit quand même un vrai problème sur cette chute. Donc déjà, on est dans des conditions humides, donc des conditions de plus faible adhérence, ça c'est clair et net. Mais on voit quand même très nettement des coureurs tenter de prendre les freins et en fait ne pas réussir à freiner, c'est-à-dire avoir une perte d'adhérence très rapidement. Alors je pense au début de la chute, on voit ça avec notamment un coureur qui tente de freiner, la roue arrière fait ça, mais je pense surtout à la chute précédente. Donc la chute où on a Terrada qui est pris dans cette chute là, où on voit nettement un coureur avoir un souci d'adhérence. On le voit également avec le coureur de la Uno X qui ne peut absolument pas prendre le virage correctement, et ça m'a fait poser cette question de la pression des pneus, parce que on est dans des conditions humides, donc forcément des conditions de faible adhérence. Alors on sait qu'il y a eu des évolutions au niveau des pneus, que certains manufacturiers ont des possibilités de mettre des pneus pluie, enfin des pneus pluie, c'est vite dit, hein, c'est ce qu'on appelait avant en rallye des retaillés, des slicks retaillés. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on met des entailles sur un pneu classique qui doivent légèrement évacuer l'eau, mais c'est quand même pas des pneus véritablement des pneus pluie, quoi. Il n'y a pas des rainures. C'est plus des petites entailles, voilà, sur le pneu que véritablement des rainures avec une vraie réflexion sur l'évacuation de l'eau. Et de toute manière, je suis assez peu... je pense que ça a peu d'intérêt, parce qu'en fait, ça a un intérêt dans des cas d'aquaplaning, où le pneu résiste plus à l'aquaplaning, sauf qu'avec un vélo, les phénomènes d'aquaplaning, c'est quand même plutôt rare. D'être vraiment dans des grosses situations d'aquaplaning, c'est quand même plus rare. Mais on peut se poser des questions sur la pression des pneus. Est-ce que quand on se retrouve dans des situations comme ça, avec de la pluie, ou qu'on pense qu'il peut y avoir de la pluie sur une journée, je me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas imposer un maximum de pression? Parce que plus votre pneu
est sous pression, donc plus vous mettez des barres dans votre pneu, plus le pneu, plus vous allez aller vite, parce que moins vous allez avoir de résistance. Donc en ligne droite, vous allez aller très vite, parce que vous allez avoir moins de résistance. Parce que le pneu va être dur. Voilà, ça va être une planche de bois. Donc une planche de bois va aller très vite sur une... Le goudron, c'est dur. Donc une planche de bois sur une autre planche de bois, ça va aller très vite. Il n'y aura pas de friction, ça va être super. Donc ça, vous allez être efficace. Donc vous allez rouler vite, vous allez consommer moins d'énergie. Pour aller à 40 km/h avec une pression de 5 bars ou avec une pression de 6,5 ou 7 bars, vous allez consommer moins d'énergie avec une pression de 6,5, 7 bars qu'avec une pression de 4,5, 5 bars. Le problème, c'est que plus vous mettez de barres dans un pneu, moins il a de capacité de déformation. Or, c'est cette capacité de déformation qui va amener l'adhérence du pneu. C'est-à-dire plus le pneu va pouvoir un peu se boudiner, voilà, plus on va pouvoir utiliser les bords du pneu pour apporter de l'adhérence. C'est pour ça qu'au Dakar, par exemple, sur les étapes où il y a beaucoup de sable, les étapes de dunes, on va être sur des pressions qui sont de 1 bar, 1 bar 2. Ils sont vraiment, même pour un pneu de vélo, c'est mini, mais même pour un pneu de bagnole. C'est même pas des pressions de pneus qu'on met sur des pneus de tondeuse. Enfin, voilà, c'est des pressions hyper faibles. Pourquoi ? Parce que le pneu va faire une sorte de boudin, ce qui va apporter de la portance. On ne peut pas mettre moins que 0,8 bar, grosso modo, dans un pneu, parce qu'après, ça déjante. Mais on est sur des pressions qui sont extrêmement faibles. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer des pressions de pneus maximum ? Ça veut dire les jours où il y a risque de pluie, ou les jours où on sait que les conditions climatiques peuvent être compliquées, ou s'il y a un changement de conditions climatiques très important, neutraliser la course pendant un quart d'heure, demander aux équipes de ne pas dépasser 5 bars, de ne pas dépasser 4 bars et demi, parce que les conditions d'adhérence ne seront pas suffisantes, et considérer que voilà, il faut baisser la pression de pneus, ou dire, comme on a en moto, par exemple, soit une course est sèche, soit une course est considérée comme wet, comme humide. Quand la course est considérée comme sèche, vous n'avez pas le droit de rentrer au stand. Parce qu'en moto, les courses font 25-30 tours. Quand elle est considérée comme wet, vous avez le droit de changer votre pneu. Même si ce n'est pas obligatoire, vous avez le droit de rentrer au stand. Est-ce qu'il ne faudrait pas donc imposer ce genre de choses, dire, il y a certains jours où l'organisateur peut dire, ou l'UCI peut dire, ça c'est ce qu'on se considère un jour de pluie. Bim, jour de pluie, vous ne pouvez pas dépasser une certaine pression au niveau des pneus. Parce que là, on voit très nettement qu'à certains moments, les pneus ne réagissent... Enfin, le mec freine, ça ne marche pas comme un freinage habituel. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas au niveau du frein. L'adhérence n'est pas là, au niveau du pneu. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer des pressions maximum ? Voilà, parce que forcément, dans les équipes, on est à la recherche des gains marginaux. Ce qui veut dire recherche des gains marginaux, recherche de la pression de pneus la plus optimale pour avoir le moins de pertes de rendement, ce qui veut dire pas forcément avoir des pneus très adhérents. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. La question du freinage également. Est-ce qu'on n'a pas des freins qui sont trop performants ? Alors oui, on va me dire, la question du freinage, avant on avait des freins à patins, ça marchait pas bien. Alors ça marchait surtout pas bien sur les jantes carbone, les freins patins sous la pluie. Parce que c'est vrai que ça avait tendance à pas freiner correctement avec les jantes carbone. Par contre, ça freinait très bien. Ça freinait correctement, je ne vais pas dire très bien, mais ça freinait correctement avec des jantes plus classiques. Le problème, c'était les jantes carbone et la pluie. Ça posait des gros problèmes. On a aujourd'hui des freins qui sont à disque plus performants. Ça, c'est vrai que le freinage à disque est plus performant qu'un freinage à patins. Le problème, c'est que le freinage à disque, les coureurs ont tendance à moins anticiper. C'est-à-dire qu'il faut avoir des réflexes plus importants aujourd'hui. Parce que le moment où vous avez un mec qui freine devant vous et le moment où il faut agir sur la manette de frein, il faut être beaucoup plus rapide. C'est comme en Formule 1. Les Formule 1 vont de plus en plus vite, donc forcément il faut des temps de réaction qui vont de plus en plus vite. C'est aussi la question du freinage, il faut aller de plus en plus vite sur les freins. Le problème, c'est qu'avec des freins à disque plus performants, comme on a le cas aujourd'hui, on a souvent des gros à-coups dans les pelotons. Et on a aussi des freins qui sont certes très performants, mais des pneus
qui ne sont peut-être pas aussi performants que les freins. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir, certes, le frein qui fonctionne, qui arrive à freiner, mais ça veut dire que plus le frein est performant, plus vous avez de risques également de bloquer la roue. Voilà, hein, c'est clair et net que plus vous mettez des disques importants en termes de freinage, plus vous avez la possibilité, il n'y a pas d'ABS hein, sur un vélo, plus vous avez la possibilité de bloquer la roue avant ou la roue arrière. Mais surtout, on s'aperçoit que là, j'ai pas l'impression qu'il y a un coureur, enfin sur les derniers de la chute, j'ai pas l'impression qu'il y a un coureur véritablement qui bloque sa roue. J'ai surtout l'impression que les mecs freinent, mais que le pneu n'arrive pas à réagir correctement avec cette puissance de freinage. Là, j'ai vraiment eu l'impression sur cette chute-là qu'on a un vrai problème entre frein et pneus. C'est-à-dire qu'on a des freins qui sont tellement performants, mais les pneus n'ont pas suivi en termes d'évolution technologique. C'est-à-dire qu'on a des freins qui sont bons, mais le problème c'est que le pneu ne donne pas assez d'adhérence par rapport à ce freinage-là. Donc au bout d'un moment, il y a un problème. C'est comme si vous mettez un moteur de 600 chevaux dans une 2 chevaux. Si vous mettez un moteur de 600 chevaux dans une 2 chevaux, le châssis de la 2 chevaux va plier en deux. Et si vous ne changez pas les freins, si vous ne changez pas les pneus, si vous ne changez pas les suspensions, si vous ne changez pas la boîte de vitesse, bah vous allez tout péter. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, du côté des vélos, on a augmenté la rigidité des crânes, parce que les coureurs sont plus puissants, on a augmenté la taille des développements, on a donc augmenté la taille des freins, on a un peu augmenté la largeur des pneus, il faut bien le dire, par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans. Mais est-ce qu'on a amélioré l'adhérence des pneus? Je ne suis pas si sûr. Et c'est peut-être là où on arrive à un problème, c'est qu'on a des freins qui sont tellement performants, eh bien qu'il leur faudrait des boudins de MotoGP pour être efficaces. Sauf qu'en cyclisme, on ne peut pas donner des boudins de MotoGP. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, il faudrait imposer des limites de taille de disque de frein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, j'ai pas l'impression qu'au niveau j'ai l'impression que du côté du cyclisme, on peut mettre n'importe quelle puissance de freinage. Je pense qu'il faut donc limiter la puissance de freinage. Parce que je considère notamment dans les pelotons que ça peut poser des problèmes, ça crée des à-coups, et que là, dans les descentes, on peut bloquer les roues plus facilement. Donc moi, je pense qu'il faut diminuer cette puissance de freinage, pas revenir au frein au patin. Je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, quand vous ouvrez un catalogue Intersport ou un catalogue Decathlon, déjà vous voyez plus que des monoplateaux, donc ça ne m'étonnerait pas que dans 10 ans, les vélos de professionnels, ça soit plus que des monoplateaux. Et deuxième chose que vous voyez, vous ne voyez plus de frein à patin. Même le premier prix de chez Intersport ou le premier prix de chez Decathlon, ou le premier prix de chez Sport 2000, comme ça on fait les trois marques, c'est des freins à disque. C'est des freins à disque et maintenant c'est monoplateau. Il y a dans les VTT que vous voyez dans le commerce, il y a quasiment plus de double plateau. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière avec les freins à patin, on ne peut plus. Au niveau du commerce, c'est plus possible. Par contre, on peut limiter la puissance des disques de frein. C'est-à-dire dire aux coureurs cyclistes, dire aux équipementiers, à partir d'une certaine hauteur ou d'un certain nombre de trous, dans le disque, une certaine taille, on considère que c'est trop important et qu'il faut diminuer la taille des disques pour éviter une trop grosse puissance de freinage. Le fait d'avoir des freins performants, ça pose aussi la question de la prise de risque des coureurs. Pourquoi je parle de la prise de risque des coureurs ? C'est-à-dire quand vous vous sentez en confiance avec le matériel, vous allez tenter de freiner le plus tard possible. Un pilote de F1 qui n'est pas en confiance avec sa voiture, il va être assez prudent avec sa voiture. C'est pour ça qu'il n'est pas rapide. Un pilote qui n'est pas en confiance avec sa voiture, il va freiner 50 mètres avant tout le monde parce qu'il dit « je ne suis pas sûr que ça passe. Donc j'ai pas envie de péter ma voiture à tous les 3 virages, donc je fais un petit peu attention. » Par contre, un pilote de F1 qui est en complète confiance avec son matériel, il va freiner 50 mètres après les mecs, et puis au bout d'un moment, il va retarder son freinage, et puis à un moment, il va tellement retarder son freinage qu'il va se prendre le mur. C'est le problème aujourd'hui du cyclisme. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle évolution matérielle ces dernières années. Je pense que les coureurs ont une telle confiance dans les freins que maintenant, ils prennent d'énormes risques. Parce qu'ils savent que ça peut passer.
Ça peut passer parce que les pneus aujourd'hui sont un peu plus larges. Alors même si encore une fois, je pense que en termes d'adhérence, les pneus n'ont pas progressé, les pneus sont plus larges. Donc, techniquement, comme je vous ai expliqué, plus le pneu est large, plus il peut faire boudin, plus on peut avoir d'adhérence, plus il peut avoir quand même des petites capacités de déformation. Plus vous avez des freins performants, plus vous allez avoir tendance à freiner le plus tard possible. Parce que ça passe. Quand vous aviez des freins à patins, comme vous saviez que le freinage n'était pas optimal, encore plus quand vous aviez des jantes carbone, vous freiniez avant parce que vous ne vouliez pas prendre votre mur. Il n'y a aucun coureur aujourd'hui qui, quand il monte sur un vélo, dit « Mon objectif, c'est de faire un carnage, c'est de dégommer 20 mecs aujourd'hui. » Ce n'est pas l'objectif des coureurs cyclistes. Par contre, le problème, c'est que l'objectif du coureur cycliste, c'est d'économiser de l'énergie, c'est d'éviter d'avoir des trop grosses relances à faire, c'est de gagner des positions dans un peloton. C'est un compétiteur, un cycliste. C'est pas Joe le rigolo. L'objectif pour lui, c'est d'aller gagner des courses. N'importe quel coureur au départ veut aller chercher des résultats, veut réaliser son job. Et pour ça, ça veut dire qu'à des moments, il faut économiser de l'énergie, il faut gagner des positions, il faut faire plein de manœuvres. Et le problème aujourd'hui avec des freinages qui sont si importants que ceux qu'on a actuellement, c'est que les coureurs vont avoir tendance à prendre des risques parce qu'ils ont confiance dans le matériel. Et le problème, c'est quand on a des situations de route glissante, d'humidité, de zones un peu techniques, de changement d'adhérence également, eh bien là les coureurs ne peuvent plus réagir, n'arrivent plus à être en capacité de réagir parce que j'ai l'impression qu'ils ont trop confiance dans le matériel. Ils ont peut-être trop confiance dans leur matériel parce qu'ils savent que ça va passer. Ça, c'est une question que je me pose. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas réagir également sur la taille du freinage à cause de cette question de la prise de risque des coureurs? Mais ça, c'est une question qu'on peut avoir, bien entendu, dans le comportement dans le peloton, dans plein de choses, où il y a aujourd'hui une prise de risque qui est plus importante. Une prise de risque parce que la pression financière est plus importante. La pression financière, que ce soit sur les équipiers, mais également sur les coureurs, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des budgets d'équipes qui ont été multipliés par 2, 2,5, 3, dans la plupart des cas sur les 10 dernières années, les sponsors ont des attentes qui sont beaucoup plus importantes, parce qu'un sponsor qui décide de mettre 30 millions d'euros dans un budget communication pour avoir des résultats avec une équipe, son objectif c'est d'avoir des résultats. Quand il avait un budget à 8, 10 millions, parfois il sponsorisait un autre sport aussi à la fois. Il y a 10 ans, Visma, ils auraient peut-être sponsorisé du cyclisme, et puis ils auraient sponsorisé, je sais pas moi, une équipe de football, ils auraient été sponsor short d'une équipe de football, d'une équipe de rugby, je sais pas, d'une équipe de hockey sur gazon, parce qu'on est aux Pays-Bas. Aujourd'hui, vu les budgets actuels, c'est plus faisable, à part pour des pays comme Astana, enfin Astana c'est le Kazakhstan, mais pour des structures comme celle-là, où le Kazakhstan, s'il a envie de sponsoriser une équipe de hockey sur gazon, il décide de sponsoriser une équipe sur gazon. Bahreïn sponsorise des équipes de foot, le Qatar également avec le PSG, mais bon, voilà, il y a plein d'exemples. Les Émirats l'ont fait avec Manchester City notamment. Mais aujourd'hui, quand tu as des budgets aussi importants, la pression dans les équipes, la pression sur les coureurs est beaucoup plus importante qu'il y a 15 ans. Et forcément, ça augmente la prise de risque des coureurs. Moi, je ne suis pas partisan de cette idée du président de l'UCI, David Lapartien, qui dit que 60% de la responsabilité des chutes, ce sont les coureurs. Moi, je pense que c'est pas si important que ça. Et quand tu dis que c'est genre 60-70% des chutes, c'est à cause des coureurs, ça veut dire que tu mets tous les autres problèmes sous le tapis, hop, comme ça. Moi, je dis qu'il y a d'autres problèmes. Mais je me dis qu'il y a aussi un problème de comportement de certains coureurs, de prise de risque. Et ça, il va falloir également en parler. Mais je pense qu'on a déjà d'autres problèmes avant les coureurs sur l'augmentation des chutes et surtout sur l'augmentation des chutes massives. Parce que si c'était des chutes avec 2-3 coureurs, mais on le voit cette année, on est sur des chutes quand même très massives. Là, on est sur 50 coureurs. Moi, je crois jamais vu ça. Jamais vu ça sur une étape dite de montagne. Sur une descente. J'ai vu ça dans des sprints massifs, notamment sur le Tour de Turquie, sur le Tour du Qatar aussi à l'époque, où vous aviez parfois des strikes sur des sprints. Mais là, sur une étape de descente, dans une montée, dans une descente, j'ai jamais vu ça. Un carnage pareil, j'ai jamais vu ça. Donc c'est là où il faut se poser des questions. Mais comme
Bon, c'est des questions qui ont commencé à se poser avec le Tour du Pays Basque, mais pour le moment, bon, à part les cartons jaunes, et je reviendrai là-dessus, je pense, la semaine prochaine, sur cette affaire des cartons jaunes, si j'ai le temps, peut-être en fin de semaine, mais je pense surtout la semaine prochaine. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça et je vous dirai pourquoi, mais on verra quand même la situation. Je suis pas sûr que ça règle tout. Les cartons jaunes, et de toute manière, c'est pas qu'en sanctionnant les coureurs qu'on y arrivera. Donc à un moment, il faut aussi se mettre autour de la table et aussi taper sur la tête des organisateurs, parce qu'encore une fois, pour moi, dans cette chute du Dauphiné, je trouve que l'organisateur n'a pas réagi assez rapidement, et pour moi, c'est l'un des problèmes importants de cette chute, parce que quand vous avez des mécaniciens qui disent en interview, quand on sortait des voitures, on était à deux doigts de se vautrer, ça veut dire qu'il n'y avait vraiment aucune adhérence, et à partir de ce moment-là, pour moi, même avec la pression des pneus améliorée, même avec les questions des freinages, j'aurais pu avoir une grosse chute. Pour moi, c'était donc à l'organisateur de neutraliser cette zone-là de la course. Bon, j'espère qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!